Je venais d'avoir 40 ans. Je terminais une longue analyse et je venais d'avoir un fils. Quand soudain retentit dans ma vie un coup de tonnerre dans un ciel radieux. Je venais aussi d'avoir un pneumothorax. Le poumon se décolle de la poitrine, se dégonfle et tombe au fond du thorax. « 10 jours d'hospitalisation. Le tube d'une bonne trentaine de centimètres que l'on m'avait introduit dans la poitrine me faisait mal. Une douleur qui irradiait tout le corps, sans répit, mordante. On m'injectait de la morphine. Chaque injection me mettait dans un état asensationnel. La douleur s'étirait jusqu'à disparaître. Je flottais. Oui, je flottais. Le blanc envahissait tout. Le temps avait disparu. Je voyais des visages. Des images affluaient. Je ne pouvais ni les retenir ni les faire disparaître. Ma mémoire laissait échapper des souvenirs. Je les découvrais pour la première fois. Et toutes ces remontées de souvenirs, ces remontées de mémoire, n'avaient qu'un seul et même visage, celui de mon père. Et pourquoi est-ce que je me suis intéressée à un mec comme Pierre Cartet qui était un peu disjoncté ? Non, mais c'est vrai que j'étais fascinée par cette dimension un peu hors champ, quoi, hors commun. Son père, il voulait qu'il rentre aux arts et métiers, à Lyon. C'était son ambition. Quelle était sa problématique? Bon, moi je ne vais pas m'étendre sur la problématique du beau-père. Bon, il voulait que son fils fasse les arts et métiers. Et Pierre Cartet, il était au lycée à Saint-Just, il était doué en lettres, pitchounet. Et vraiment, le prof de lettres est venu voir ses parents et lui ont dit, écoutez, vous avez un gamin qui est vraiment très fort en lettres, il faudrait peut-être envisager. Et le Père Cartet a dit non, il fera les arts et métiers. Alors on l'a foutu dans une préparatoire des arts et métiers, et là il a tout échoué. Comme il n'a pas réussi à rentrer aux arts et métiers comme son papa le voulait, il est allé à la fac. C'est que ça a été la période des mathématiques modernes. Ça l'a passionné. Et il s'est mis à fond à bloc dans la théorie des ensembles, dans les maths modernes. Tout d'un coup, il a trouvé sa voie, il s'est mis à passer, je crois qu'il a passé une licence. Cependant, il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Ganchla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Il avait dit, il n'y a qu'une France, des Flandres au Congo. Voilà, c'est tout. Après, le général de Gaulle a été obligé de trouver autre chose. Hein. De Dunkerque à Tamanrasset. Bon, ça veut dire la même chose. C'était la France. Il y avait des députés algériens. Donc, nous nous sommes déclarés une guerre nous-mêmes. Il faut quand même le faire. Mais heureusement, ça n'a été reconnu, heureusement ou malheureusement, qu'un état de guerre véritable qu'il y a quelques années, là, récemment encore. On n'a pas pu déclarer la guerre à l'Algérie. C'était une insurrection. Et dans l'insurrection, il y a
fois la noblesse de l'acte, on s'insurge, et puis c'est aussi, il y a tout ce que ça peut entraîner comme horreur. C'est-à-dire? C'est comme horreur, l'arme du pauvre. Tant qu'on n'a pas d'avion, tant qu'on n'a pas de canon, tant qu'on n'a pas de blindés, l'arme du pauvre, c'est les bombes, c'est les grenades, c'est les mitraillages, c'est les coups de couteau. Et il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage de la situation présente. Sans le concours des populations, rien n'est tout à fait possible, sans aucun doute, mais les premières victimes, si elles n'agissent pas dans ce sens, ce sera elles. Et comme notre devoir est de les en prévenir, nous ne manquons pas une occasion de le faire. Nous ne frapperons donc pas d'une manière collective. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne le voulons pas. Que d'abord il avait été appelé, c'est-à-dire qu'il était appelé sous les drapeaux pour servir la France pendant la guerre d'Algérie. Bon. Et là, il ne pouvait pas y échapper. Donc, il a fait une école d'officier là-bas. Et puis après cette école d'officier, il est devenu militaire, il est devenu officier, quoi. Si lui-même, dans sa propre histoire, a été, on va dire, castré. Castré, c'est-à-dire que si lui-même, dans sa propre histoire, n'a pas pu s'identifier à un homme qu'il ait pu considérer comme valeureux. L'armée peut avoir cette fonction de faire tenir. C'est-à-dire qu'en fait, les règles, c'est une logique, c'est de trouver une logique quelque part. C'est-à-dire qu'on voit bien, dans certaines situations cliniques, que la recherche de l'ordre, d'un ordre, il y a tellement de désordre en soi, du fait du vécu, qu'on cherche un ordre, et ça peut être l'armée. C'est là où les choses se sont gâtées. Il a eu une perme et il est allé à Paris voir sa bien-aimée du moment. Et il a oublié de revenir. Mon père a commencé de mourir en 1957, alors qu'il rentrait de permission avec 3 jours de retard. Alors on lui a laissé le choix, on lui a dit voilà, ou vous passez au conseil de guerre, mais vous êtes un bon élément, ça serait dommage, ou bien on vous vire à la Légion étrangère. Le conseil de guerre ou la Légion étrangère. C'est comme ça qu'il est rentré à la Légion étrangère. En mars 1959, mon père est nommé au commandement d'une Harka, le 21e régiment de tirailleurs algériens. Une Harka, c'est formé de volontaires qui sont arabes ou berbères et qui s'engagent dans une cause qui n'est pas tout à fait la leur, qui sont considérés comme des traîtres par leurs compatriotes, qui prennent tous les risques, mais s'ils le font, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Et cet homme-là, il a une chance, c'est que ces gens-là, les harkis, qui sont pour la plupart d'anciens, parmi ces harkis, surtout chez les tirailleurs, il y a d'anciens tirailleurs qui sont revenus et qui rentrent dans la harka comme volontaires. Et à ce moment-là, si l'homme n'est pas à la hauteur, ça ne marche pas. Il y a énormément de respect pour le baroud. C'est une notion de guerre qui
qui n'est pas déplaisante pour des descendants d'enfants d'Abdelkader, parce que c'est cette région-là, Relizane, Mascara. Et là, il y a une autre vision. L'officier, il a une autre vision. Il se sent seul, à la fois, mais il se sent aussi plus responsable que si c'était des petits Français d'Auvergne et de Normandie. Commander une Arca, c'est une très lourde responsabilité, parce que vous allez avoir parfois 1, 2 officiers métropolitains, parfois français d'Algérie, mais des Algériens sous vos ordres. Or, une Arca peut être formée de briques et de brocs. Vous pouvez avoir plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir des gens qui sont des harkis pour des raisons alimentaires. Vu la situation dans le bled, c'est-à-dire dans l'Algérie profonde, il est difficile d'arriver à nourrir sa famille. Vous pouvez également avoir le cas de harkis qui sont engagés par vengeance. Ça arrive. Les petits camarades d'en face, c'est pas blanc-bleu. Le FLN et l'ANL, parfois, font régner la terreur. Vous ne pouvez pas être neutre. C'est-à-dire que si vous avez eu votre père ou votre oncle qui est un jour retrouvé avec le nez coupé parce qu'il a fumé ou tout simplement égorgé parce qu'il a une attitude qu'on estime trop tiède, vous avez, vous, envie de le venger. Et vous passez donc dans le camp français. Vous avez aussi des cas tout à fait particuliers qui expliquent la difficulté de concevoir la réalité algérienne. Vous pouvez avoir aussi le cas de prisonniers retournés. On en vient à cette question du prisonnier qui n'a peut-être pas parlé, que vous avez torturé ou pas, dont vous ne savez pas quoi faire, que finalement vous épargnez, à qui vous faites porter un poste radio de 17 kilos qui est trop lourd, que vous prenez à la bonne, vous commencez à le considérer comme quelqu'un qui est un supplétif qui devient à peu près sympa, et puis vous le proposez un jour, ou lui-même, parce qu'il sent que rentrant chez lui, vu le temps qu'il a passé chez vous, les traces éventuelles de mauvais traitements ont disparu, il risque d'avoir des problèmes avec le camp adverse, donc il va devenir harki. Aspirant depuis 4 mois, j'en bave comme jamais j'en ai bavé. D'abord le camp, perdu, adossé au Djebel en face d'une plaine qui s'étend jusqu'à Oran. Mais Oran est à 180 km. Un camp de légionnaires, des baraques avec autour les barbelés et les blocos. Lorsqu'on est là, on n'en sort plus. Sinon pour courir dans le Djebel, casqué et armé. J'ai tout de même une chambre tout seul dans une baraque comme les autres. Ma section, un conglomérat d'abrutis, paysans lourdeaux ou fines brutes, anciens taulards qui sont là par mesure disciplinaire. La joie. Il faut faire marcher tout ça, car l'état-major veut que ça marche. Comment, peu importe, pourvu que ça obéisse. Pour les vieux officiers, sauf un, je suis un jeune bleu. Pour les autres et la compagnie, un de ces jeunes merdeux d'aspirants. Mais tout ça... L'isolement ne m'émeut pas. Le plus empoisonnant, c'est le vide intellectuel. Le service, n'en parlant pas, ne fait guère appel aux facultés mentales. J'essaye bien parfois de me replonger dans mes livres de mathématiques, mais à ce moment-là, on appelle l'officier de semaine ou de garde, en alerte, et comme on est toujours ou l'un ou l'autre, pas de paix possible. S'agiter dans le vide, c'est ça le plus pénible à supporter. Rien de constructif, rien qui fasse appel à une réflexion. 1, 2, 1, 2. Reposer, arme, terminé.
Aujourd'hui, comme par hasard, c'est Noël. Une petite représentation hier par les hommes qui essaient, dans une agitation foraine, de retrouver un peu de leur vie perdue. Et à minuit, réunion autour de la table avec ma section. La journée est vide. Les officiers de carrière sont en famille. Les autres gardent le camp. Baraque, barbelé, Jebel. De quoi en tomber fou. Il y a 400 000 jeunes Français qui sont en Algérie. C'est une population pénale. En plus protégée par l'uniforme. Tous les sentiments, tous les mauvais sentiments, tout ce qu'on ne fait pas dans le civil, sous la protection de l'uniforme, le gars, il se croit permis de le faire. Ce qui a mené à des exactions qu'il n'aurait pas faites s'il n'avait pas eu cet uniforme qui les unifie, uniforme. Voilà. Dans les deux camps, ils n'ont eu de cesse de tuer ceux qui voulaient penser. Dans les deux camps. Les Français ont tué les démocrates et peu à peu, le FLN a pris le pas sur ceux qui voulaient encore penser. Alors là, moi ça me... Et la suite de l'Algérie, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement algérien a choisi les islamistes contre les démocrates, qui se sont retrouvés en France au moment où les islamistes se sont mis à tuer les journalistes, les psychiatres, etc. Nous avions marché. Il n'y avait plus d'eau. C'était au mois d'août. Le Djebel brûlé montait vers un ciel d'un bleu aussi dur que l'acier. Je ne commandais plus rien, puisque j'étais devenu muet. Nous ne pouvions plus parler. La gorge, la langue, la bouche n'étaient plus qu'un ensemble figé, de la viande collée avec un poids de pierre. Du haut de la crête, nous avons vu en bas un oued, de l'eau. Nous avons couru, nous sommes tombés, certains ont roulé, mais tous tendaient de leur dernière énergie rassemblée vers cette eau croupie. Un fusil mitrailleur a tiré derrière une crête, mais pas un n'a diminué sa volonté farouche de progression vers cette flotte. Le monde sans cette eau était stupide et infernal. Ces hommes repus ont regardé le couchant, ses couleurs comme seule l'Afrique sait les faire. Le Djebel était redevenu vivant, la piste retrouvait sa grandeur d'aventure, les hommes émerveillés retrouvaient la douce beauté de la Mechta, restés encore là, comme pour abriter les derniers troupeaux. Bon, maintenant, la Légion étrangère, il m'a raconté des trucs. En même temps que c'était quelque chose d'hyper dur, on leur demandait d'aller au-delà de leurs propres limites, physiquement, psychiquement, à tout niveau. Et en même temps, on avait l'impression que pour la première fois de sa vie, il était dans une espèce de grande famille, de grande d'amitié exacerbée. Tout était exacerbé. Plus on est en danger et plus le groupe est une enveloppe possible. Donc, je me dis que il doit falloir
être extrêmement fort psychiquement pour se détacher de cette enveloppe-là, alors que c'est celle qui peut vous protéger par ailleurs. Ce que racontait pour la rafle du Veldiv Antoine Spirle après la profanation du cimetière de Carpentras, il disait ce sont les gendarmes français qui sont allés arrêter les Juifs. Eh bien, il disait, il n'y en a qu'un qui a refusé d'y aller. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé faire la rafle. Il voulait pas, donc il n'est pas allé. Et il lui est rien arrivé. Au Rwanda, il y a des gens qui ont refusé, en n'allant pas, tuer ceux que la radio leur disait d'aller tuer. On leur a rien fait. Mais ceux qui ont dit qu'ils n'iraient pas, ceux-là ont été massacrés. Donc pour moi, si vous voulez, c'est que il y a quelque chose, on peut appeler ça la liberté d'expression, la liberté de penser, les convictions personnelles, je sais pas comment dire ça, la liberté de conscience, voilà, la liberté de conscience, qui est pour moi au fondement même de la démocratie et de la République française, la liberté de conscience. Qui est la part d'humanité, quoi. Et que on peut soit le mettre en acte, et on prend un peu moins de risques que quand on le dit. Enfin, c'est l'enseignement que je tire de ces différents exemples. Il ne savait pas quoi faire pour se racheter de tout ça. Je veux dire, ça a été des choses invivables, quoi. Dans le moment, il était obligé de le faire, il le faisait, mais après, ça a hanté ses nuits, quoi, je veux dire. Et ça, il n'arrivait pas à l'assumer. Je pense que c'est le vécu personnel qu'il n'a pas pu traduire. De tout ce qu'il a vu comme peut-être horreur. N'oubliez pas qu'il existait en Algérie ce qu'on appelait des zones interdites. C'est-à-dire qu'on avait appliqué la théorie de la guerre révolutionnaire, mais à l'envers. Ce qu'on ne peut pas faire en Afghanistan, ce qui explique qu'on perd la guerre là-bas d'ailleurs. Comme vous ne pouvez pas saisir les combattants ennemis qui se font dans la population et dans le paysage, vous allez décréter que les zones les plus difficiles d'accès sont les zones interdites. Vous allez vider la population de ces zones en créant 200 camps de regroupement, des camps d'internement, conditions sévères, même si après on améliore en construisant des nouveaux villages. Mais 200 camps de regroupement, c'est-à-dire 2 millions d'Algériens, sur près de 8 millions d'Algériens, qui sont de force arrachés à leur village, à leur douar, à leur djebel, et ceux qui sont donc rencontrés après avoir décrété une zone de plusieurs kilomètres carrés, zone interdite, ou centaines de kilomètres carrés, zone interdite, qui sont pris, peuvent être abattus à vie. Et là, vraiment, tous les coups sont permis. Il suffit de lire ou de voir le film L'ennemi intime, avec les débats de conscience que cela peut susciter pour vous rendre compte de ce que ça peut représenter. Il y a peut-être chez votre père quelque chose que montre notamment ce film, c'est que parmi
les sous-officiers qu'il a pu avoir sous ses ordres. Vous pouvez avoir le cas de vieux soldats, c'est-à-dire des jeunes gens, comme le montre le film Indigène, qui se sont engagés en 1944 pour venir libérer la France, qui ensuite ont été des soldats d'Indochine, et qui sont surdécorés de vraies décorations, celles-là, qui représentent ce qu'est l'armée française, et qui ont parfois en face des gens de leur propre famille qui sont de l'autre camp. Alors a-t-il assisté à une désertion? Une partie de l'armée des libérations nationales est formée de cadres que nous-mêmes nous avons eus sous nos ordres pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Indochine. A-t-il assisté à ce type de scène où des membres d'une même tribu, de gens qui se connaissent, se tirent dessus dans un camp ou dans un autre, allant parfois jusqu'à des actions qui ne sont pas dignes de soldats? A-t-il lui-même commandé une corvée de bois? C'est-à-dire quand un prisonnier est trop amoché, après avoir été interrogé dans des conditions effroyables, vous ordonnez son élimination. A-t-il dû lui-même procéder à cette corvée de bois? Donc vous avez là tout un faisceau de drames, d'interrogations, qu'en tant qu'officier il ne peut pas manifester, mais du jour où il débarque à Marseille, il est seul avec lui-même, seul avec sa conscience. C'est ce qu'exprime un très grand soldat qui est Ernst Junger, qui explique que quelle que soit votre responsabilité, le poids de la hiérarchie que vous avez au-dessus de vous, vous êtes un combattant, et quelque part, que vous soyez seconde classe ou général, vous êtes responsable. Mais cette responsabilité, quand vous êtes sous les ordres, que vous obéissez à un code de discipline général draconien, c'est pas l'actuel, qui est très libéral et heureusement, celui de 1933, vous vous en rendez pas compte. C'est lorsque vous retournez dans vos quartiers, que vous êtes rendu à la vie civile, que pèse alors le poids de vos actions. On est parti trop vite. On est parti dans la hâte. Je vais vous citer un mot du général de Gaulle qui m'a été rapporté par Constantin Melnik, qui était le chef de cabinet technique de Michel Debré pour le renseignement et la sécurité de la France et de l'Algérie. Donc, lutter contre l'OAS, lutter contre le FLN. C'est lui qui ordonnait des choses comme couler des bateaux, d'armes, tout ça, des opérations un peu... Bon, passons bref, ça s'appelle des affaires d'État. Et le général, de temps en temps, s'impatientait parce que ça n'allait pas assez vite, les tractations dites d'Évian. Et alors il disait à Michel Debré, « Et alors, Debré, où ils en sont, vos lâchards ?» Et il disait « lâchards ». Donc il était pressé de partir, il était pressé. Par n'importe... il voulait garder le Sahara, puis tout d'un coup il a dit « Non, bon, allez, on s'en va, on s'en va ». On a abandonné, c'est dur, on a abandonné nos harkis, c'est certain. Mais on n'a pas abandonné que nos harkis. On a abandonné trop vite un pays. C'est pas du jour au lendemain. Les combats ont repris aussitôt qu'il ne restait plus d'armée française. Devant la race des hommes, aujourd'hui, il n'y a que deux routes. La guerre ou la fraternité. En Algérie, comme partout, la France, pour sa part, a choisi la fraternité.
Au retour de la guerre, il débarque sur le quai de Marseille et il écrit « Je ne mérite plus de vivre ». C'est ce qu'on appelle le traumatisme post-combat. Il a vécu des expériences traumatisantes qu'il est incapable de transmettre. Il n'y a pas de suivi psychologique comme c'est le cas actuel pour nos soldats qui rentrent d'Afghanistan. Il ne sait pas à qui s'adresser. Il a peut-être également des instincts suicidaires. Certains sont allés jusqu'au suicide. Il ne peut pas, en quelque sorte, assimiler ce vécu trop fort. Vous imaginez 30 mois, d'autant qu'il a fait ses classes et son école d'officier de réserve en Algérie. C'est une façon d'exprimer ce que Maurice Genevoix a résumé d'une phrase pour ceux qui ont vraiment vécu la guerre. Je cite, « Ils ont connu l'incommunicable ». C'est-à-dire ce que la guerre peut avoir de plus sordide, de plus atroce, où, pendant la guerre d'Algérie, entre autres, on mêle militaires et civils. C'est une guerre sans loi, puisqu'elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas déclarée, sinon ça aurait été une guerre civile. Nous sommes dans des départements français. Donc, ce qu'il a vu, ce qu'il a peut-être fait, entraîne chez lui ce dénigrement de sa propre action, ce mépris qu'il peut avoir de sa propre vie, et qui peut conduire alors à un phénomène conduisant à une autodestruction lente, due aussi par des cauchemars récurrents, par des insomnies, par l'abus d'alcool. Le tout vous donne une inadaptation à la vie civile qui porte un nom en psychiatrie, c'est ce qu'on appelle le syndrome du capitaine Conan, et qui aboutit à une destruction lente de la personnalité. Après son retour d'Algérie, mon père et ma mère s'installent à Istanbul. Ils ont permis à ceux qui revenaient d'Algérie de passer un CAPES un peu extérieur, ou plutôt intérieur, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin un truc un peu pour eux. Donc il a eu le CAPES et c'est comme ça qu'il est devenu prof de maths. Quand on a vécu à Istanbul, il était passionné de littérature, de théâtre, de philosophie. Et puis après, il a passé le concours pour être proviseur de lycée. Il avait une facilité de parole, une facilité à convaincre, un charisme pas possible. Il a été pris. Un soir, il n'est pas rentré. Et puis, ça a commencé comme ça. Moi, je n'en revenais pas, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'est que l'alcoolisme. J'étais amoureuse d'un gars un peu hors terrain battu. Il avait besoin d'alcool, il avait besoin de... et il buvait, quoi. Et pourtant, il avait essayé de reconstruire une vie avec nous deux. Tout le monde y avait mis de la bonne volonté, si tu veux. L'appartement était sympathique, il était content de son poste, et puis, il buvait, et puis le soir, ou il rentrait pas, ou il rentrait complètement... Avec l'alcool, c'est toute la guerre et sa violence qui surgissaient à nouveau. Sous la violence des coups, j'allais chercher le gardien de l'immeuble, et l'on partait avec ma mère pour revenir le lendemain matin, quand lui aussi était revenu à lui-même. Parce qu'après, il était tellement navré, il était tellement adorable, il savait plus quoi faire pour me faire plaisir, pour se faire pardonner.
que moi je me disais, bon, ben maintenant il a compris, il ne recommencera pas. Puis je suis quand même restée 14 ans avec lui. Donc c'est quoi le traumatisme de l'Algérie ? C'est d'avoir vécu des histoires aussi contrastées. C'est peut-être le traumatisme de toutes les guerres, d'avoir vécu des histoires extrêmement contrastées, dont soit on ne dit rien. Alors l'Algérie, c'est le summum, parce que l'Algérie n'a pas été une guerre jusqu'à ce que Chirac se décide à en faire une guerre. Ce qui est terrible pour les gens qui ont vécu ça. Pour les militaires, c'est encore plus terrible. Ça peut peut-être expliquer d'ailleurs, comment dire, l'alcool. L'alcool, oui, c'est ça. Ça peut expliquer l'alcool. Parce que pour les appelés, il n'y a eu aucune reconnaissance. J'enlève la question de la Légion et tout ça, hein. Je pense pour les appelés, de façon générale. Il n'y a eu aucune reconnaissance de l'État. En général, quand les gens ont fait la guerre, après ils reviennent, ils ont au moins la possibilité d'être des héros. Je me dis que pour les appelés d'Algérie, ils ont été rien. C'est-à-dire qu'une sale guerre, quand ils sont revenus en France, on ne voulait pas rien en savoir. Et ça a été pareil d'ailleurs pour les gens qui sont arrivés en France, qu'on appelait les rapatriés. Il n'était pas question de parler de ça. Comment parler ? C'est pas possible, parce que votre père qui a fait la guerre de 39-45, qui est un ancien du maquis des Cévennes, ou votre grand-père qui a fait Verdun, vous êtes un amateur, mon vieux. Et puis c'est une guerre coloniale, c'est exotique, on va vous parler des mouquers, on va vous demander s'il y a des chameaux, si vous avez des noix de coco à rapporter, des choses qui sont dans une sorte d'imaginaire, d'image d'Épinal, qui fait qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas communiquer ce que vous avez vécu. Puis quand vous retournez, que vous vous rendez compte qu'effectivement c'est encore pire que ce que vous avez connu quelques mois ou quelques semaines avant, quand le moment de la libération arrive, vous êtes perdu, vous n'avez plus de repères. Il faut là tout l'amour d'une femme éventuelle et les amis qui sont à côté de vous pour enclencher un processus d'une vie normale, avec chez vous une volonté absolue d'être un homme silence, d'oublier ceci. Ce qui vous explique que c'est très tardivement parfois qu'on intègre une association d'anciens combattants ou une amicale régimentaire. Quand on fait un retour à la soixantaine arrivée, par exemple, sur le temps de sa jeunesse, cette jeunesse qui parfois a été une jeunesse volée. On ne veut pas entendre le malheur de l'autre, en fait. Parce que c'est gênant, c'est dérangeant. Jusqu'à sa mort, il recherchera la compagnie et l'amitié des Arabes. Les bars algériens étaient les refuges systématiques de mon père, et l'alcool son instrument d'apaisement. C'était comme une expiation. Tout ça, tu sais, c'était quand même un mélange pas clair dans le creuset d'une personnalité un peu hors pair et sensible et dépassée par trop de choses. Il se casse la jambe. Il meurt quelques jours plus tard d'une embolie. C'est le soir, dans mon lit d'enfant, que j'apprends la nouvelle. Ah dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Gecenin matemi
Gecenin matemini. Je suis un copain turc de Pierre. Est-ce que je peux parler avec lui? Il m'a dit non. J'ai dit pourquoi monsieur? Parce qu'il est mort, il a dit. Si tu es Denis, si tu es Né à Istanbul. Oui, si tu es né à Istanbul, peut-être j'ai dit, si tu as 40 ans, tu peux me téléphoner à tel téléphone et tu m'as téléphoné. Ou bien, je m'appelle chez mes amis français ou chez les Français même s'ils ne sont pas mes amis, je m'appelle Théo. Parmi les copains que j'ai eus, j'ai 67 ans. J'ai pas eu un autre copain mieux que ton père. Je n'ai pas eu. Depuis mon enfance. J'ai jamais connu un type comme Pierre. Un ange est revenu sur terre. Théo, tu m'attendais pour me dire l'indicible. Quand il devenait sourd, il me racontait de la guerre qu'il a fait en Algérie. Il m'a dit, dans le désert en Algérie, on a trouvé un mec tout seul. On a amené à la caserne. On lui posa des questions et il ne répondait pas. Il ne parlait ni en français, ni en arabe, ni en chinois. Mais il voulait qu'il parle, qu'il donne des réponses. D'abord, ils ont commencé à donner des claques. Il ne parlait pas non plus. Il a dit « Parle, mec », dans toutes les langues. Mais le mec, il ne parlait pas. Il a pris un couteau, il a commencé à lui donner des coups de couteau. Il ne parlait pas non plus. Il lui regardait dans les yeux. Et il est mort. Dans ces conditions, il est mort. Quand il racontait cette histoire-là, il chialait. Et il me disait, les yeux de ce mec-là, je n'oublie pas, c'est impossible. On buvait à cause de ça, peut-être. On ne savait pas pourquoi on buvait, mais jusqu'au matin, pourquoi tu bois? Le regard est l'arme la plus efficace d'un homme qui sait qu'il va mourir, qui accepte ce sort et qui vous condamne pour la vie et pour la mort. Et ce regard, vous ne pouvez pas l'oublier. Ce qui veut dire que, je ne sais pas si vous avez observé tous les films que l'on vous montre de résistants que l'on fusille, on leur met un bandeau sur les yeux.
Ce regard avant la mort est le plus terrible. Il vous poursuit jusqu'à la fin de vos jours, quelle que soit la carapace de soldat que vous puissiez avoir. Et si, comme dans le cas de votre père, le témoignage indirect précise qu'il est responsable de cette mort, je conçois qu'il ait pu avoir une fin un peu hâtive et une sorte de volonté d'autodestruction lente pour, dans les moments de lucidité, avoir toujours ce regard. Vous avez là la clé d'une fin un peu précipitée. Je pense là tout de suite à quelque chose que m'a raconté un psychanalyste libanais. Il racontait que des années après la guerre du Liban, il a reçu un homme qui était extrêmement mal, obsédé par ce qui s'était passé pendant la guerre. Il avait été sniper pendant la guerre. Donc en fait, il était dans un immeuble, de l'autre côté d'un pont. Les gens qui passaient sur le pont se faisaient décaniller par ce type-là. Et il avait tué des tas de personnes sans aucun état d'âme. Et des années après, il était absolument bouleversé parce que lui revenait sans cesse un regard, un visage. Et c'était le visage d'une femme qui était avec un enfant dans les bras. Et cette femme savait qu'en passant le pont, elle risquait de se faire tuer. Et au lieu de passer rapidement en baissant la tête ou en courant, elle était passée en regardant en direction du sniper. Donc en fait, elle avait regardé le meurtrier, quoi. Il s'était pas réellement vu. C'était probablement une silhouette simplement, ou rien. Mais toujours est-il que elle a regardé en direction de celui qui allait lui donner la mort. Et ce type était obsédé pas par tous les autres qu'il avait tués en grand nombre, mais par cette femme-là. Et donc, je me dis que elle est morte, mais elle survit en quelque sorte dans la mémoire, y compris dans la mémoire du meurtrier. Et je me dis aussi que ce qui a été terrible dans tous les procès qu'il y a eu concernant la Shoah, c'est que justement il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a aucune culpabilité chez les nazis. Alors du coup, pour moi, ça me renvoie à la question de la perversion. Parce que pour la psychanalyse, à part le pervers de structure, la culpabilité est quelque chose qui est là, la culpabilité inconsciente, quoi. Quelque chose qui est là et qui vient travailler tous les hommes, quoi. Alors que le pervers, il sait très bien qu'il recommencera. Je me dis donc que cette question de la culpabilité, c'est ce qui fait la marque de l'humain. Je reviendrai du désert. Je sais qu'on en revient. Pour avoir senti le froid du désert rouler sur moi, venu du fond de l'hiver, enserrer mon corps dans un étau dont je pensais ne plus sortir, je sais qu'il me faut vénérer la mémoire du soleil. Creuser encore à main nue pour atteindre l'autre extrémité de cette nuit polaire, pour ne pas mourir dans cette lumière mourante. Fils du Père,